Donc, il nous invite au cockpit. Il y avait les étoiles, vraiment le ciel étoilé. Le vol était très calme. Le vol idyllique. Puis j'avais bu peut-être un verre de champagne, 2 verres de vin. Enfin, j'étais bien. J'étais bien. Et je me souviens très bien de ce regard aussi. En fait, à un moment, on s'est regardé, on s'est fixé sans battre des cils, sans peut-être au moins, je sais pas, 2 secondes, 3 secondes, un truc hyper long. Et là, j'ai compris qu'il y avait un truc, et je sais pas comment dire, mais j'ai vraiment eu mon ventre qui s'est noué, et j'ai soutenu son regard. Ça, c'était le début où je me suis dit, merde, je suis mal barrée. C'est ça. Ouais. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. De nombreuses légendes, voire fantasmes, circulent sur les rencontres en avion. Clara, mon invitée du jour, est montée à bord d'un vol sans se douter que ce voyage allait bouleverser sa vie. Et spoiler, celui qu'elle va rencontrer n'est pas un passager. Salut Clara, comment vas-tu ? Hello, tout va très bien. Merci de me recevoir. Merci à toi. On s'est rencontrés lors d'une soirée d'une amie en commun. Tu m'as raconté quelques bribes de l'histoire de ta rencontre et je suis tombée littéralement sur les fesses tellement l'histoire est incroyable. Clara, avant de rentrer dans le vif de cette histoire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te décrire en 5 hashtags ? Je serais ravie de me décrire en 5 hashtags. Et ce qui est marrant, c'est que la soirée s'appelle En vol, la soirée où on s'est rencontrés. C'est vrai, t'as raison. Il y avait un lien. C'est vrai, c'était la soirée des 1 an de la marque de maroquinerie En vol. Et d'ailleurs, on fait un petit coucou à Gaëlle. Alors, les 5 hashtags, il y a la poésie de la vie même, parce que j'ai tendance à avoir de la poésie partout. Deuxième, c'est un peu dans la même veine, Amélie Poulain. Ok. On m'a toujours appelée Amélie Poulain parce que je fais croustiller mon pain, je fais écouter le pain à ma fille, les petits bruits, les petits détails de la vie qui font de la vie poétique. Je suis tout le temps en train de mettre les gens en relation, à tout prendre de façon positive. Le hashtag d'après est aussi lié, c'est positive. Ouais. Pour moi, il n'y a rien de négatif dans ma vie, même les moments durs, je les transforme toujours en moments positifs, et ça vient de ma famille, donc je suis très chanceuse d'avoir ça. Le 4e, c'est liberté. Je me sens hyper libre. Voilà, je commence au restaurant, je commence par le dessert. Je fais ce que je veux, et je me sens vraiment libre de faire ce que je veux maintenant que je suis une adulte. Je me sens vraiment enfermée nulle part. Et le 5e, maman entrepreneur, parce que je suis donc maman et entrepreneur. Tu veux m'en parler un petit peu de ton activité en quelques mots ? Parce que je suis sûre qu'en plus, ça peut intéresser les auditrices et les auditeurs de Crush. Avec plaisir. Donc, j'ai monté Croco Maman il y a 5 ans, à la naissance de ma fille. Croco Maman, c'est des films souvenirs pour les familles. Soit je viens chez les familles qui ont des enfants et je capture des moments de vie avec ma petite caméra, un peu comme une petite souris, pour faire des films poétiques d'instants du quotidien. Ou soit je récupère les vidéos stockées dans les téléphones et je fais des montages. Et ceci s'appelle un miracle. Voilà, un miracle. Et je dis, je transforme vos vidéos en pépites, en souvenirs pépites. Ouais, et ben je mettrai le lien vers ton Instagram avec dans plaisir. La description de l'épisode parce que ce que tu fais est absolument formidable. Je trouve ça hyper beau, comme tu dis, Merci. hyper poétique, d'une qualité incroyable, et surtout tu règles un problème de nos vies qui est crucial. Je sais, c'est parti d'un propre besoin, donc je comprends. Ouais. L'histoire de ta rencontre avec Stéphane aujourd'hui. Comme tu le sais, Crush est une exploration au cœur de la rencontre amoureuse, et à travers ce podcast, je me demande notamment dans quelle mesure notre éducation et notre environnement familial dans lequel on a grandi peut influencer nos choix et nos préférences en matière de partenaires amoureux. Est-ce que tu peux me dire, toi, dans quel type de famille tu as grandi et dans quel environnement ? Donc déjà, je suis née à Rio de Janeiro, au Brésil. Mes parents étaient expatriés.
Ils étaient en mission pour 5 ans, donc on a pas mal bougé quand j'étais petite. Je pense que j'avais plus tard beaucoup de confiance. J'allais à l'école toute seule, on me faisait vachement confiance. J'ai grandi donc avec une maman extrêmement positive qui me disait toujours à chaque problème une solution. On était toujours en train de lister, trouver toujours des solutions partout. Ensuite, j'ai grandi en Île-de-France à Pantin, et puis vers 6 ans, je suis allée dans un village à 1 heure de Paris, au cœur de la forêt, donc vraiment enfance tranquille, dans un petit village, à faire du vélo, aller pêcher, etc. Tu as des frères et sœurs? J'ai un frère qui a 5 ans de plus que moi, et j'ai un papa qui travaille chez Air France et qui voyageait beaucoup, qui nous emmenait partout. Et on a grandi avec toujours l'agenda sous les yeux, et je me souviens que dès qu'ils avaient 5 jours de libre, on partait en week-end, on partait en voyage. Donc, on a beaucoup voyagé. Et tes parents, ils sont toujours ensemble? Ils sont séparés quand j'ai eu 10 ans. Mais ils sont tous les deux remariés. Ils s'entendent très bien. Mes 4 parents partent en vacances ensemble. C'est vrai. Donc, voilà, il y a vraiment un côté... incroyable. Ça a mis du temps, mais c'est possible. Voilà, disons que... moi, je dis chapeau à tes parents, parce que les miens... Oui, je suis très fière. Je reviens d'une soirée, on a fait la fête avec mes parents, mes 4 parents ce week-end, et c'était fou. C'est incroyable. Et du coup, toi, tu dirais que tu as quelle image quand tu étais petite, avant tes 10 ans, et après, tu as quelle image du couple? Alors, avant mes 10 ans, j'avais jamais vu mes parents se disputer. J'étais un peu tombée des nues, forcément, quand ils s'étaient séparés. Et c'est vraiment en grandissant que j'ai compris que quand on n'était pas heureux, il fallait changer de situation. Et pareil, ma maman a beaucoup changé de travail. En fait, dès qu'elle se lassait de quelque chose ou qu'elle n'était pas satisfaite, elle changeait. Et elle me disait toujours, il ne faut pas avoir peur de changer, il faut le faire de façon intelligente. Mais elle avait vraiment confiance en la vie, et elle a fait plein de travail. Je sais que c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus marqué dans ma vie. Je vois tout par cycle de 10 ans. Alors, pas forcément le couple, mais par exemple, mon travail, je me dis, allez, dans 10 ans, si j'en ai marre, je changerai. Et c'est chouette parce que je fais tout avec beaucoup d'intensité, du coup. Au moment où tu vas rencontrer Stéphane, quelle est ta vie? Dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu estimes que tu es heureuse, ou au contraire que tu es dans une période de doute? Tu as quel âge? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Donc, avant de rencontrer Stéphane, j'étais en couple depuis 5 ans. J'étais heureuse, mais je sentais qu'il y avait peut-être une lassitude dans mon couple, et j'avais décidé depuis toujours, je m'étais dit, quand j'aurai 18 ans, je partirai vivre au Brésil, apprendre le portugais. J'ai pas pu le faire à 18 ans finalement, parce que j'ai commencé à travailler, j'ai fait des études, puis j'ai commencé à travailler à France 2. Voilà, est venu un moment, à 24 ans, je me suis dit, allez, c'est le moment. Donc j'avais dit, je pars vivre 6 mois au Brésil, et c'est comme ça. Cette quête de liberté dont tu parlais tout à l'heure, en quête de frissons et de poésie dans ta vie. C'est ça, en fait j'avais mis des sous de côté, je m'étais dit, je vais partir 6 mois sans travailler. Je faisais du montage déjà à côté de mon travail à la télévision, et j'avais envie mon rêve, c'était de louer un appartement quelque part dans le monde. Donc il s'avère que c'était Rio qui m'intéressait, et de faire mes montages, éventuellement faire un petit peu de bénévolat sur place, parce que j'avais des copains qui travaillaient dans des écoles, dans les favelas. Mais voilà, faire quelque chose un peu ralentir le rythme, parce que j'ai commencé à travailler à 20 ans et j'avais besoin de souffler un petit peu. Tu prends un billet? C'est ça, je prends un billet d'avion pour le Brésil, pour Rio, chez Air France, et que j'ai la flexibilité. Les billets d'avion, je peux les prendre, les annuler, les modifier vraiment facilement. Donc, je m'étais donné une date de départ. Arrivée à l'aéroport, j'avais acheté des petits gâteaux, des petites sucreries pour l'équipage, parce qu'en tant que fille de personnel d'Air France, ça se fait un petit peu, comme on payait les billets un petit peu moins cher, ça se fait un petit peu de ramener des petites gourmandises. Donc j'étais allée, voilà. Ils le savent que quand tu montes à bord, ils savent que tu es fille de navigant, de c'est personnel. Écrit, il y a une petite liste où c'est écrit, et puis tu peux te présenter en arrivant. Ce qui permet en fait que, par exemple, si un siège cassé, c'est pour nous. C'est bien de se présenter, parce que du coup, on peut éventuellement, s'il y a un problème dans l'avion et qu'ils ont trop de passagers à bord, on est les premiers débarqués. On a des avantages, mais aussi je savais pas. Quelques petits inconvénients au besoin. Et j'étais partie, l'aéroport était en travaux, donc j'étais partie me poser à un autre endroit que devant la salle d'embarquement. Et pour la petite anecdote, j'ai confondu l'horaire de décollage avec l'horaire d'embarquement. Donc tu es arrivée à la Superbourg à l'embarquement. Et en fait, je suis arrivée, les portes étaient fermées, ou étaient en train de fermer. Et finalement, je ne sais plus ce qui s'est passé, l'avion était en retard.
Et du coup, les portes se sont réouvertes et j'ai pu embarquer. Wow. Donc déjà, ça commence. T'as failli louper ton vol. J'ai failli louper mon vol. Vraiment, ça, je m'en souviendrai. Parce que t'allais acheter des sucreries pour l'équipage. Parce que je m'étais trompée dans l'horaire. Et puis en plus, j'étais arrivée 4 heures en avance à l'aéroport parce que je suis une flippée de rater mes avions. Donc j'avais vraiment aucune excuse. Et je monte dans l'avion. La classe économie était totalement pleine. Et du coup, ce qui se fait quand t'es personnel Air France ou fille d'eux, c'est que t'es surclassé dans les classes soit en première économie, soit en business. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, je me suis retrouvée en business class. Il y a combien d'heures de vol pour Rio 10, non ? Il y a 10 heures à peu près. Savoir que j'ai peur en avion, enfin, c'est pas trop mon élément. Okay. Et il y avait eu beaucoup de turbulences. Et d'ailleurs, c'était un vol, je crois que c'est la loi de Murphy, mais dès qu'ils servent à manger, à chaque fois ça bouge. Et j'étais là, ah non, encore. J'étais pas vraiment super bien pendant le vol. Pendant tout le vol. Donc j'avais mes petits chocolats, j'avais envie d'aller les donner à l'équipage. Donc je les ai donnés à l'hôtesse de l'air en disant, c'est pour vous. Ok. Et là, elle m'a dit, non, allez le donner au commandant de bord parce que c'est lui qui a accepté de vous surclasser. Et te voilà donc. Et me voilà donc. Dans les allées. C'est ça, partie dans les allées de l'avion à suivre le test. Avec des chocolats et des bonbons. J'essayais toujours de chercher des choses un peu différentes que les équipages n'avaient pas. Donc c'était des choses un peu. Je crois qu'il y avait des Kinder, il y avait des bonbons, des chocolats aussi. Et en fait, donc, je rentre dans le cockpit qui est vraiment extrêmement petit. Et là, il y a 2 personnes qui se retournent. Donc, il y avait 2 personnes aux commandes. Et ils me disent, le commandant de bord dort, c'est son tour de repos. Nous, on est là. Donc, en fait, c'était les 2 copilotes. Okay. Il faut savoir que sur un vol de plus de, je crois, 8 heures, ils sont... Enfin, je suis plus sûre, mais ils sont 3 pilotes plutôt que 2. Et il y avait 2 garçons qui m'ont accueilli avec un grand sourire. Et dans mes souvenirs, ils étaient en train de déjeuner, donc avec leurs 2 plateaux repas. Okay. Et je me suis assise, donc il y a un petit strapontin. Derrière le pilote. Derrière, il y en a 2. Il y en a un à droite et un au milieu. Donc, je me suis assise sur celui du milieu. Et en fait, ils m'ont dit, tiens, tu veux rester un petit peu. Ils ont fermé la porte du cockpit et je suis restée peut-être une dizaine de minutes. Et donc, j'apprends que ces 2 personnes, donc Stéphane à droite, donc un des copilotes, et Sylvain à gauche, l'autre copilote, étaient super amis. Et en fait, ils me racontent qu'ils devaient partir en Chine et que finalement, ils ont été mis sur un vol pour aller au Brésil. Ça les faisait rire parce qu'ils étaient un petit peu déçus de ne pas aller à Wuhan. C'était un vol qu'ils devaient faire ensemble. Et finalement, ils se sont retrouvés à partir à Rio. Ils préféraient aller en Chine plutôt qu'à Rio. Moi, je crois qu'ils avaient des plans là-bas. Et ça nous a fait rire parce que moi, je disais, moi, je devais rater mon avion et nous, on devait partir en Chine. Ok. Alors, attends, il y a un truc que je t'ai pas demandé. Quand tu les vois, les 2, il se passe quelque chose dans ta tête ou rien de particulier ? Forcément, je suis une humaine, donc je me dis, quel âge ils ont ? Ils avaient la trentaine d'années, moi j'avais 24 ans. Je me dis rien de spécial, mais celui de gauche, je me dis, il est pas mal. Forcément, attends, de toute façon, dès qu'on rencontre un pilote, il y a forcément une lumière dans le cerveau qui s'allume, on est d'accord. Voilà, il avait le petit côté... fantasme, ce qu'on disait au début. Mais sinon, j'étais pas trop, pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un ce jour-là. Donc, j'étais plutôt contente de voir le cockpit, le ciel bleu, c'était sympa. Okay. Et puis, je me sentais libre, je partais vivre au Brésil. Il y avait vraiment un côté hyper libre. Ouais. Et il s'avère qu'ils m'ont reproposé de faire l'atterrissage au cockpit plus tard. Donc, ils m'ont dit, écoute, on vient te chercher en fin de vol. Et à ce moment-là, je suis restée un petit peu plus longtemps. Et on a plus pu papoter. Encore pas très longtemps, peut-être 15 minutes. Ouais. Et donc, on a commencé à parler de géographie. On survole quoi ? On est au-dessus de quel pays, etc. Est venue la conversation de, tu viens d'où ? T'as grandi où ? T'es né où ? Tu t'habites où ? Et en fait, là, on s'est rendu compte... Un truc de fou, que nos parents habitaient vraiment juste à côté, à 5 km les uns des autres, dans les petits villages de l'Oise. Non, c'est pas vrai, mais tu connais tel village ? Mais oui, mais mon père est là, mais moi aussi, mais ma mère est là, c'est incroyable. J'ai appris que un de ses meilleurs copains, son meilleur copain, était dans la classe de mon frère au lycée. Donc vraiment, mais non, c'est fou. Improbable. Voilà, vraiment improbable. Et là, vraiment... un coup de foudre amical qui s'est installé. Vraiment, c'était génial. On passait du temps à rigoler. Tout était hyper naturel. C'est 15 minutes dans le cockpit. Voilà. Tout est facile, évident. Je suis hyper à l'aise. Ok. Vraiment, et toi, t'as aucun moment ton cerveau qui te dit il me plaît Ah non, aucun. Pas du tout. Aucun. Zéro. Et vous atterrissez ? Donc, on atterrit.
Et en fait, par politesse, je leur donne mon numéro en leur disant je travaille à France 2 pour vous remercier. Si un jour vous passez dans le coin, venez, je vous ferai rentrer sur les plateaux, je vous montrerai. Ah, génial. J'aime bien que ce soit donnant-donnant. Moi, un atterrissage de cockpit, c'était incroyable, surtout à Rio, la ville où je suis née. Donc, si je peux vous rendre l'appareil, venez. Donc, on échange les numéros et je sais plus... Oui, je crois que j'ai pris le numéro de Stéphane, donc, qui était à droite, pour garder contact. Ensuite, j'arrive à Rio et le lendemain, ça me titille un peu. Je me dis, tiens, l'équipage va repartir tout à l'heure. Et je savais exactement où était leur hôtel puisqu'ils m'avaient dit où ils séjournaient. Et c'était un endroit où je passais assez régulièrement. C'était un petit peu plus loin que là où j'étais, mais voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne passerais pas dans le coin par hasard ? J'avais envie de les revoir avant qu'ils repartent. Et j'ai envoyé un petit message à Stéphane en disant, je suis juste en bas. Est-ce que ça vous dirait, avec Sylvain, d'aller prendre une noix de coco ou quelque chose avant que vous repartiez ? Et là, je reçois un message dans la foulée de Stéphane qui dit j'étais partie me reposer. Sylvain est déjà couché, parce qu'en fait, du coup, il se repose avant le vol. Mais allez, go. Mais pas longtemps, j'ai une demi-heure, un truc comme ça. Okay. Et comme il est là avec une demi-heure, j'ai pris un taxi parce que j'étais un peu trop loin. En fait, Copacabana est super long. Ouais. On dirait que c'est tout près, mais en fait j'ai commencé à courir et je me suis dit, non, je prends un taxi. Okay. Et c'est pas du tout les mêmes distances qu'en France. Voilà. C'est immense. Je peux te laisser deviner quelle date on était. Ah, attends. C'était l'été ? Non, c'était l'hiver. Non, c'était l'été là-bas. Ah, c'était l'été là-bas, oui. C'était l'été Brésil. Là-bas. Donc l'hiver en France. C'est ça. Et une date assez symbolique pour les amoureux. Est-ce qu'il y avait le carnaval ? Est-ce que c'était date de carnaval ? Non, pas encore. Pas encore. Mais pas loin, non ? Pas trop loin. Ouais. On ne serait pas un peu un truc comme mi-février ? Exactement. Tu l'as dans le mille. C'était le 14 février. Et non. Ouais. Très bien. Bien sûr, j'avais aucune... T'avais pas percuté, quoi. J'avais percuté. J'avais peut-être dû envoyer un message à mon conjoint, mais j'avais pas percuté pour cette... je m'en fichais un peu, quoi. Ouais. Nous sommes donc le 14 février 2014 ? C'est ça. 14 février 2014. Donc, ça fait 14-2-0-14. Très bien, c'est noté. Et vous allez boire un verre. Donc, on va boire je me souviens bien, une noix de coco pour moi et un Coca-Cola pour lui. Comment se passe ce rendez-vous ? Et après, moment super. Je m'en souviens plus très bien, pour te dire. Je m'en souviens plus, mais c'était hyper naturel. J'ai téléphoné à mon conjoint après en disant j'ai rencontré quelqu'un de trop sympa, il faudra que je te le présente. Il s'appelle Stéphane. Enfin, il y avait tellement aucune ambiguïté. Mais vraiment, j'avais senti une sorte de coup de foudre amical. Ça m'arrive une fois tous les 5 ans de rencontrer quelqu'un et de savoir qu'il y a un truc. À ton avis, c'est quoi la différence entre un coup de foudre amical et un coup de foudre amoureux ? Parce que tu sais, quand on parle de coup de foudre amoureux, on parle de trucs qui se passent dans le corps très fort, une espèce d'évidence qui tombe dessus. Et puis, ça peut commencer, tu as des effets physiques, tu vois, les mains moites, les tremblements, la respiration et tout. Là, toi, tu parles plus d'une connivence, en fait, d'une connexion. Oui, là, c'est vraiment connivence, vraiment amicale. Il n'y a rien de... J'ai pas les mains moites... mais vraiment un truc, une alchimie incroyable où tu passes 30 minutes ou 1 heure à te marrer, tout est simple, incroyable, où je me suis dit, mais c'est trop hâte de le recroiser, quoi. Et vous vous racontez pas du tout quelle est votre vie à ce moment-là ? Pas du tout, pas du tout. Mais justement, ça arrive, si tu veux, je peux faire un saut de 2 mois plus tard. Lui, il prend son vol et il s'en va. Il prend son vol, c'est tout. La vie s'arrête, la vie... continue. Moi, toi, tu restes à Rio ? Je reste à Rio. J'ai mon conjoint qui me retrouve 5 jours après. Je lui dis, voilà, j'ai rencontré quelqu'un de super sympa, je te le présente, etc. 2 mois plus tard, je décide de rentrer, donc c'était en avril, je décide de rentrer en France pour les vacances, pour passer des vacances en amoureux. Et j'envoie un message donc à ce Stéphane, j'avais son email, et j'envoie un petit message en disant, je vais rentrer en avril en France. Est-ce que par hasard, t'as pas un Rio prévu que, voilà, comme moi je te disais, j'ai un peu la flexibilité, je peux un peu choisir l'avion que je veux, c'est les mêmes prix pour tous les vols. Tu te dis, je vais prendre un Rio-Paris avec... Tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire, t'as raison. Tant qu'à faire, mais par contre, je suis très amie avec les garçons. En revanche, j'aime pas qu'on me drague. Il y a vraiment un côté, à partir du moment où la personne va tenter quelque chose, je sais pas, je perds le côté, je suis plus du tout à l'aise. Et donc, j'ai envoyé dans le mail...
juste pour que les choses soient claires, je rentre en France rejoindre mon chéri. Est-ce que par hasard, voilà, tu ferais pas un vol à ce moment-là, etc. Et donc, il me répond que justement, il a un vol pour Rio le 8 avril. Et pour que les choses soient claires, je suis mariée à la plus belle des femmes et j'ai un petit garçon de 1 an et demi. Voilà, les choses étaient super claires. Okay. Trop bien. Ouais. Parfait, pas d'ambiguïté. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que lui, il venait d'abord au Brésil. Il passait 2 jours au Brésil. D'accord. Et moi, ensuite, j'allais prendre son vol. Et comme j'étais installée depuis 2 mois au Brésil, je commençais à bien connaître la ville. Je travaillais dans une association également. Et je lui avais dit, si tu veux... Donc, il venait encore de nouveau avec un autre copilote, un ami à lui. Et si vous voulez, je vous ferai visiter. Je leur avais proposé d'aller faire une randonnée sur une montagne un peu... Là-haut, là pas trop touristique, justement. Où il faut passer par les favelas. Mais c'était là où je connaissais très bien... Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Babylonia. Et tout en haut de Babylonia, il y a un café, un bar tenu par un Français. Donc voilà, les touristes n'y vont pas parce que ça fait un peu peur, mais en fait, c'est pas, à l'époque, c'était pas dangereux. Donc je passe les détails, mais j'ai commencé à travailler à France 2 à Rio. Et la journaliste de France 2 organisait ses 30 ans. Et par hasard, elle a décidé d'organiser ses 30 ans dans l'hôtel où dormaient les équipages d'Air France. Et par hasard, c'était pile poil le soir où Stéphane revenait à Rio pour découcher, donc pour se reposer à l'hôtel avant de repartir 2 jours plus tard en France. L'hôtel où il dort, où il est, le soir où il arrive, t'as une teuf comme ça, inopinée. Tu vas à cette soirée. Et là, je vais à cette Et tu vas dans quel état d'esprit ? Et donc, à cette soirée, je sais pas pourquoi, je commence à avoir un peu des papillons dans le ventre, hyper excitée, vraiment excitée dans le sens... T'as envie de le voir. Enfin, je sais pas, je sautais partout, je me disais, mais... comme un chien fou, je me suis dit, mais je vais le revoir, c'est top. Et il y a vraiment, là, pour le coup, il y a eu une arrière-pensée tout de suite où je me suis dit, je suis contente de le revoir et finalement... C'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, je me fais un peu jolie. Voilà, en plus, c'était les 30 ans dans un hôtel chic, etc. Moi, j'étais à table autour de la piscine de cet hôtel. C'était le Sofitel à Rio. Avec une vue incroyable sur Copacabana. Et ça ne loupe pas. Je croise Stéphane. J'avais envoyé un petit message en disant c'est bien ce soir que vous arrivez. Tiens, je serai là. Passe me faire un coucou au bord de la piscine. Et donc, je serai là avec ma robe noire. Sur un transat avec un cocktail. C'est ça. Plus très naturel toute la soirée. Et il s'avère qu'ils se sont fait inviter en plus dans l'anniversaire. Donc, ils sont restés. Et quand tu le revois à ce moment-là ? Ils ont réussi à s'incruster à l'anniversaire, mais on était à table. On n'a pas du tout été à côté. D'accord. Donc, on ne s'est pas parlé. On ne s'est pas parlé spécialement, mais... Des regards échangés quand même ou pas ? Ouais, je me souviens plus très bien, mais il y avait quand même des regards échangés. Et puis ensuite, ils voulaient pas trop déranger, donc ils sont partis peut-être 1 heure après. Et je leur avais envoyé un petit message en disant... Non, je leur avais dit, si vous voulez, on s'envoie un message après. Si vous voulez, on peut sortir. Je connais un endroit pour danser. Je crois qu'ils m'ont pas répondu ou ils m'ont répondu que vers 23h. Moi, j'étais limite en train de rentrer déjà. Ok. Et donc, le lendemain, rendez-vous pour leur faire visiter le Brésil. On arrive dans les favelas à Rio, escortés par des militaires, parce qu'à un moment, il y a un endroit, il fallait passer... on pouvait pas y aller juste en touriste. Et je connaissais bien les gens là-bas. Et je sais pas, notre guide qui parlait français, c'était un ami de mes parents qui nous guidait jusque là-bas. On comprenait rien à ce qu'il nous disait. Et donc, on n'arrêtait pas de se marrer. Et je sais pas si c'est trop spoiler alerte, mais je sais que Donc Stéphane m'a dit, c'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de toi. C'est quand tu as changé tes tongs pour mettre tes baskets. Tu t'es penché en avant, tu as juste mis tes baskets. Et là, j'ai eu un truc de fou qui s'est passé. C'est fou qu'ils se souviennent de ce moment-là, précisément. J'aime bien ce genre de détails parce qu'en fait, ça nous projette dans un décor. Donc là, on vous imagine dans un décor verdoyant, dans une favela probablement, dans une rue. Et tu te penches pour changer tes tongs par des baskets. Si, on l'imagine très bien. C'est très subtil, j'imagine, le moment où il a son flash, quoi. C'est ça. Et moi aussi, je commençais à vraiment me sentir de mieux en mieux avec lui. Et autre chose qui est important, qui vient juste de me revenir, c'est que quand j'étais petite, donc avant de déménager pour la France, j'avais fait une photo avec mes parents où j'avais les bras tendus, comme le Corcovado, comme le Christ,
au Brésil. Et j'avais les bras tendus, un peu comme si on était tous les uns derrière les autres avec les bras tendus, un peu comme des oiseaux qui volent. Ok. Et en fait, on a refait la même photo avec Stéphane. Ouais. Ou même- Et son copain. Ok. Et, Oui, parce que vous étiez 3 à on ce était moment-là. 3. Je sais pas, pour moi, cette photo, elle est hyper symbolique aussi. Je me dis, waouh, c'est hyper intime, quoi. Ouais. Et quand tu lui proposes de faire la photo, tu te souviens de celle de quand tu étais petite ou c'est après que tu j'ai t'es dit, rendu compte? tiens, Ok. c'est le même endroit, il faut qu'on refasse la même photo. Ouais, ok. Voilà. À ce moment-là, votre relation, il y a vraiment un rapport de séduction qui s'installe ou pas? Pas encore, mais là, je sens que... Je sais pas, moi, je me sens que je suis plus tout à fait... je sens des trucs qui se passent dans mon corps, des petits papillons dans le ventre. Et je sens que lui aussi. Donc, tu changes tes tongs en basket. Est-ce que ce jour-là, il va se passer d'autres choses entre vous? Rapidement, le soir, on est allé à la fameuse soirée où je devais les inviter la veille. Ça s'appelle la Pedra do Sal. C'est une soirée où c'est de la samba dans la rue. C'est vraiment incroyable. On était donc tous les 3 avec le copilote et Stéphane. Et j'arrêtais pas, sans faire exprès, pour de vrai, le frôler, le caresser, les mains. Enfin, je sais pas pourquoi. Je lui parlais, puis ma bouche frôlait son oreille. Enfin, il y a des trucs que j'étais presque gênée, mais j'étais presque attirée. Ah, comme aimantée, quoi. Aimantée, mais je faisais pas exprès. C'était fou. Tu t'en souviens bien de ça? Ça, je m'en souviens très bien, parce que c'est un endroit qui fait partie de notre histoire et on est retourné un peu plus tard dans la chronologie. Ok. Donc voilà, et le lendemain, donc on s'est retrouvés pour prendre l'avion. Ouais. Donc lui, côté pilote, et moi, côté passagère. Donc on s'est pas... on s'était donné rendez-vous au bus de l'équipage, parce qu'il m'a proposé de passer par leur bus directement pour aller plus vite à l'aéroport. J'étais assise à côté de lui, et là, oui, il y a vraiment eu un truc qui s'est passé, c'est qu'on parlait, puis on parlait pas très fort, puisqu'on était dans un car. Et je me souviens, on était plutôt proches. Je me souviens de ce regard, ce regard, on s'en souvient tous les deux. On rigolait, on parlait, c'était simple, naturel, mais il y avait vraiment, on se regardait dans les yeux de façon assez intense. Et d'ailleurs, son ami, plus tard, lui a dit tu fais quoi là? Je t'ai vu regarder cette fille, déconne pas. Et ce regard, on s'en souvient très très bien. Donc pareil, j'arrive dans l'avion, et dans la nuit, donc moi, j'ai pas de nouvelles de lui. Enfin, voilà, il y a le décollage, il y a le vol. Au bout de peut-être 6-7 heures de vol, j'arrivais pas à dormir parce que je sais pas, je me disais peut-être qu'à un moment il passera. Voilà, je savais pas si on allait se revoir en fait avant l'atterrissage. Et en fait, à un moment, ils m'ont réinvité au cockpit. J'étais avec une amie de ma maman à ce moment-là. Donc, ils nous invitent au cockpit. Il y avait les étoiles, vraiment le ciel étoilé. Le vol était très calme, le vol idyllique. Puis j'avais bu peut-être un verre de champagne, 2 verres de vin. Enfin, j'étais bien. J'étais bien. Et je me souviens très bien de ce regard aussi. En fait, à un moment, on s'est regardé, on s'est fixé sans battre des cils, sans peut-être au moins, je sais pas, 2 secondes, 3 secondes, un truc hyper long. Et là, j'ai compris qu'il y avait un truc, et je sais pas comment dire, mais j'ai vraiment eu mon ventre qui s'est noué, et j'ai soutenu son regard. Ça, c'était le début où je me suis dit, merde, je suis mal barrée. C'est ça. Ouais. Le vol atterrit, et là je ressentais une profonde tristesse de me dire peut-être je le reverrai pas. Ouais, je reverrai pas, l'aventure est finie. Voilà, je sais que j'avais son numéro, mais je sais pas, je me sentais vraiment triste. Et puis en plus je rentrais, je partais en vacances, je me sentais vraiment pas bien. C'est juste dire au revoir, voilà, la prochaine, mais c'était plutôt cordial. Ouais. Je suis partie assez vite de l'avion, enfin voilà, j'étais pas bien. Ouais. Et c'est en arrivant en vacances après qu'on s'est envoyé un message. Je pouvais pas te dire le premier message. Je crois que ça a commencé, j'ai dit, tiens, SMS, parce que je sais qu'il partait à Bogota quelques jours après. Donc j'avais écrit SMS Lisbonne-Bogota, puis c'est tout. À savoir qu'aujourd'hui, ils volent toujours autant, et on s'envoie tout le temps des SMS de là où on est. Et on essaye maintenant de faire des combinaisons qu'on n'a jamais faites. Donc SMS Saint-Germain-en-Laye, Mexico. Ok. Et alors, attends, ça voulait dire quoi C'était juste, j'avais envie de lui écrire sans savoir quoi dire, et j'avais envoyé un petit message. Et là, on a commencé à communiquer par message. Donc, c'était peut-être un message au début tous les 3 jours, et puis après, ça a été un message tous les 2 jours, et puis un message tous les jours, et puis après... Fleuve. Horrible. Surconsommation de SMS. C'est ça. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Là, moi, T'en as parlé à ton chéri ou... Alors, ça commençait à se dégrader, parce que je pense que moi, je sais pas faire 2 choses en même temps, et j'étais vraiment pas bien.
J'étais triste, je faisais que se disputer. Ah, c'est à cause du garçon que tu as rencontré. Donc, je dis non, pas du tout. Enfin, j'étais vraiment pas bien. À la fin de ces vacances, donc moi, je suis rentrée, je suis revenue au Brésil. Quelques jours après, j'ai décidé d'arrêter ma relation, donc à distance. Ça a été très difficile, mais je sais pas, j'étais plus dedans. Et il a fallu, en 2 mois, toute mon histoire s'est arrêtée, en fait. J'étais plus dedans. Comme si j'avais réalisé qu'en fait, c'était une histoire pas pour moi. Est-ce que tu penses que c'est vraiment la rencontre avec Stéphane, ou il y a aussi le fait que tu étais au Brésil et que tu étais loin et que tu t'accomplissais différemment? C'est vrai que j'étais rentrée dans ma relation précédente, j'avais 19 ans, donc c'était premier amour, amour fou, hein, vraiment. C'était un amour incroyable et ça a été très difficile de passer à autre chose, mais et je pense que je suis pas totalement guérie non plus, mais je sentais que c'était une autre période de ma vie qui commençait et que c'était le. Du coup, tu es hyper honnête avec lui et avec toi-même, je trouve. Mais Stéphane est toujours présent par SMS? Alors Stéphane, donc il continue de m'envoyer des messages et je commence à me rendre compte qu'en fait il m'envoie des messages que quand il était en vol et ça commençait à être une torture pour moi parce que j'avais pas de nouvelles et de temps en temps je recevais un message, on se donnait des nouvelles et c'était très poétique. Nos échanges étaient très poétiques, mais je savais pas trop ce que ça allait donner derrière. Je voulais pas qu'on tombe amoureux, quoi. Il y avait pas hors de question pour moi de briser sa vie donc j'étais pas du tout je jouais un petit peu, mais en même temps je me disais stop, faut que ça s'arrête. Donc parfois il m'écrivait, je répondais pas pendant une semaine, je me disais qu'est-ce que je fais, est-ce que je réponds? Ça veut dire que t'estimes que t'étais pas encore tombée amoureuse? Moi je commençais vraiment à être amoureuse, mais je me disais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Et ensuite est venu le mail où il m'annonce qu'il revient au Brésil. Donc le 27 juin. Et cette date, donc on est bientôt le 27 juin d'ailleurs, mais cette date, c'est vraiment pour nous la plus belle date de notre vie. Parce que, donc voilà, il revient 2 mois plus tard, le 27 juin, à Rio. Et là, le temps s'est arrêté et j'ai commencé au début, ça allait, puis après, j'ai commencé à compter les jours, on a commencé à s'écrire et en fait, j'avais même changé ma sonnerie de téléphone parce que dès que je recevais un SMS et que c'était pas lui et que c'était Sushi Shop qui m'écrivait, j'étais trop déçue. Et du coup, j'ai changé, j'ai mis une sonnerie spéciale pour lui. Comme ça, j'avais pas de. Parfois, je recevais des messages en pleine nuit. SMS, Dakar, Rio, juste des choses comme ça. Et puis on a commencé à s'écrire des mails où on se racontait notre vie. Et là, c'est parti vraiment dans des échanges, une relation épistolaire. Où même j'écrivais de façon hyper poétique comme j'avais jamais écrit. Enfin, c'était vraiment relation épistolaire qui a commencé à s'installer. Vous vous appelez pas du tout? Non. Par téléphone? Non, pas du tout. C'est que de l'écrit. Donc SMS et mail, c'est ça? SMS, quelques petits SMS pour se raconter ce qu'on faisait, où est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on voyait à ce moment-là. C'était beaucoup dans les 5 sens. Et puis les mails pour se raconter notre vie et vraiment comme on faisait au collège par les lettres avec les copines, quoi. Il y avait vraiment un truc hyper intime et c'était fou. Je recevais des mails. Si je les imprimais, je pense qu'ils feraient 5 pages, quoi. Un livre? Tu les as gardés? Je les ai tous supprimés à un moment. Je les ai écrits, j'en ai écrit quelques-uns après. Et donc, il va arriver à Rio? Voilà, donc il va arriver à Rio, je compte les jours, je me dis, en fait, plus ça va, plus je me dis, là, je suis folle de lui, mais je pense que c'est pas réciproque. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais là, il y avait vraiment un truc. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, j'aime bien. Je lui ai envoyé des chansons, il y avait un peu des messages cachés dans les chansons que j'ai envoyées, etc. Et donc arrive le 27 juin, donc c'était en pleine Coupe du Monde. En pleine Coupe du Monde de foot, à Rio? En pleine Coupe du Monde de foot à Rio. Bien. Et là, en fait, j'arrive et parce qu'on avait prévu de boire un verre ensemble. En arrivant, je me dis, mais en fait, ça se trouve, il n'a pas prévu de. Je me suis peut-être fait des films. Et là, en fait, il est arrivé avec un autre de ses collègues et ils m'ont dit, son collègue, il dit, on va aller dîner. Je me suis dit, merde, en fait, il n'a pas du tout prévu d'aller prendre un verre avec moi. Et en fait, Stéphane, il m'a dit, je viens pas avec vous, l'équipage. J'ai un rendez-vous. Et donc, ce soir-là, on a refait le monde en buvant des caipirinhas cette fois. On était super stressés tous les deux. Je n'arrivais pas à articuler. Je disais n'importe quoi, mais même pas l'alcool. C'était vraiment... ça n'avait aucun sens ce que je racontais. J'étais hyper stressée. Et lui aussi. Je sentais, il transpirait dans tous les sens. Est-ce que ça te donne des indices quand même sur son état d'esprit à lui à ce moment-là? Ouais. Là, on était... c'était n'importe quoi.
Ah, vous aviez perdu tous vos moyens. Ouais, vraiment, c'était nul. Mais je sens que, voilà, en fait, c'est hyper réciproque et on parle pas du tout de notre vie. On parle que de l'instant présent, de nos échanges. C'était vraiment fou. Et on est allé à cette fameuse Pedra do Sal, donc la soirée samba où on voulait retourner. Et dans la foule, je me souviens plus. Pareil, tout est passé au ralenti. Donc on avait déjà bu 2 caipirinhas, on était bien. Et dans la foule, je lui ai pris la main et tout de suite, mais direct, je l'ai embrassé. Et là, on s'en souvient, il y avait la samba, donc la musique hyper rapide. Et nous, on dansait à moitié en slow, en s'embrassant. Vraiment, c'était un truc de fou. En fait, c'est marrant parce que je m'en souviens presque pas de cette soirée parce que je pense que je l'ai tellement vécue à 200% sans réfléchir. T'étais survoltée, quoi. Ah ouais, mais c'était vraiment... Au sens propre du terme, je pense, j'ai l'impression, quand tu m'en parles. C'était... Faut s'imaginer, en fait, c'est des rodados samba, en fait, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Donc, les musiciens sont dans la rue, et en fait, tout le monde est autour à danser, chanter, avec les musiciens. Faut rajouter le climat, tu vois, pour ajouter à l'ambiance quand même tropicale, il fait chaud, on transpire... L'air est très humide et tout, exactement. Donc on s'imagine bien la scène où vous tombez dans votre rythme et vous vous embrassez complètement à contre-tempo. Ah ouais, à contre-temps. Puis je pense qu'on s'embrasse hyper mal parce qu'on n'est pas du tout... nos bouches se connaissent pas, donc il y a vraiment un truc maladroit, mais on était, comme tu dis, survoltés. Donc le 27 juin, ça restera vraiment le premier baiser. Le premier baiser. La fin de cette soirée va se passer comment ? Donc la fin de cette soirée... Vous allez être raisonnable ou pas non, pas du tout. Pas du tout raisonnable. Ouais, c'était un truc de fou. En fait, on a passé la nuit à se dire tout ce qu'on pensait, qu'on s'aimait, qu'on était fous l'un de l'autre, que c'était n'importe quoi. Mais voilà, on a passé la nuit à faire l'amour. Enfin, c'était mais comme dans un rêve. Je me suis réveillée vraiment comme dans un film, nue, complètement collée à lui. Vraiment le truc, on s'est réveillé, on s'est embrassé en se disant qu'on s'aimait. Et c'est dingue. C'était vraiment fou. C'est dingue. Incroyable. Parce que finalement, vous étiez jamais beaucoup vus. Non, ouais, non. C'était fou, vraiment. Donc lui, ça veut dire qu'il avait traversé à peu près les mêmes étapes que toi. Alors pour l'instant, dans sa tête, oui, c'est ça. Parce que lui, il est toujours en couple du coup à ce moment-là. Donc lui est toujours en couple. Ah oui, ce qui n'est pas ressorti dans ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que dans ses emails, il me racontait tout et que voilà, son couple n'allait pas du tout. Donc même moi, je l'avais senti pas du tout heureux, malgré les apparences. Super famille, etc. Mais je pense que comme moi, une relation qui avait commencé bien trop jeune et du coup, il avançait sans vraiment réfléchir. Est-ce que les mots de ta maman retentissaient à ce moment-là de « il ne faut pas avoir peur de changer et il faut oser Alors moi, provoquer. J'étais complètement mal barrée, mais oui, là, c'était... provoquer le destin et j'étais un petit peu partagée en même temps parce que j'avais pas envie de briser pareil sa vie de famille et en même temps c'était inenvisageable de faire là autrement à Rio ce jour-là ensemble. Et ensuite il est reparti. Le lendemain ça a été très bizarre, c'était un peu froid, je pense qu'il était un peu sonné, perdu, c'était vraiment pas facile et voilà, il m'a dit bon c'était une parenthèse. Il t'a dit ça. Ouais, c'était une parenthèse. Pas qu'on se revoit, quoi. Et j'avais dit, mais oui, t'inquiète pas. Enfin, moi aussi, c'était une parenthèse. Et en fait, après, on s'est quittés et j'ai pleuré pendant 2 jours. Tu m'étonnes. Vraiment, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Les gens s'arrêtaient dans la rue en disant, tout va bien, ça va pas, qu'est-ce que je peux faire ? Et je faisais que pleurer. J'étais dévastée. Et puis, peut-être 2 heures après, j'ai reçu un mail qui me disait que, voilà, en fait, c'était pas qu'une parenthèse et que... Ça, c'était avant de décoller. Il m'a envoyé un long mail en disant je ne savais pas trop ce qui s'était passé, mais que c'était juste incroyable. Voilà. Donc après, c'est quand même pas forcément facile parce qu'on a toujours l'image de des couples brisés. Moi, jamais j'aurais imaginé faire partie de ces histoires-là. Il y a beaucoup d'histoires d'amour qui naissent dans ce genre de circonstances. C'est vrai que ça peut faire peur, mais quand on est dedans, en fait, tu ressens une sorte d'attraction. Comment il va faire les choses, lui, de son côté ? Ce qui est bizarre, c'est que la suite, je m'en souviens pas. Il y a eu une sorte de petit trou parce qu'en fait, on a continué les mails. Lui, il est toujours en couple, complètement perdu. Pas bien, je pense. En même temps, complètement amoureux.
Et moi, je continue ma vie à Rio, c'est la fête, etc. Je me souviens plus très bien, mais j'étais pas hyper bien quand même à ce moment-là. J'étais triste, heureuse à la fois. Ouais, je comprends. Mais là, il n'y a aucune certitude. T'as aucune certitude que vous allez vous revoir. Ouais, après, je me dis pas, on va se mettre ensemble. Hein. J'étais folle amoureuse de quelqu'un. Qui n'était pas disponible. Qui n'était pas dispo, quoi. Qui allait jamais être dispo. Un jour, on s'envoie un SMS, donc c'était au mois de juillet. Et puis, il me dit quelque chose comme là, si je pouvais, je viendrais déjeuner avec toi. Quelque chose comme ça. Et puis, moi, je lui dis moi aussi, je voudrais déjeuner avec toi. Où est-ce qu'on irait? Donc là, on commence à faire un peu des blagues. Et puis, il me propose une date. Il me dit, alors c'était 2 jours après, Cap ou pas Cap, Paris 18e, 14h, un truc comme ça. Ah ouais? Alors que t'es à Rio? Je suis à Rio, okay. Je travaille pour France 2, pour la Coupe du Monde. On était au niveau de la demi-finale. Ah oui, on s'écrivait toute la journée à propos du foot aussi. Je racontais un peu l'ambiance. Ouais. C'était vraiment fou. Je me suis... ma vie s'est arrêtée à ce moment-là et j'ai ma collègue Fanny qui connaissait l'histoire, qui me voyait bien, pas bien, bien, pas bien, bien, pas bien, m'a dit, mais vas-y, rentre. Ouais. Et en fait, j'avais trouvé un monteur pour me remplacer. En fait, j'ai fait mes bagages. J'ai dit à ma locataire que j'allais partir, à la propriétaire de l'appartement que j'allais partir. Et en fait, je suis partie, j'ai pris l'avion le lendemain. Et je suis rentrée définitivement à Paris. Ah ouais, définitivement. Pour déjeuner avec Stéphane à Paris 18e. Voilà. À 12h35. Exactement. Il est venu me chercher à l'aéroport. Ok. Et pareil, je crois que c'était assez froid dans la voiture, mais c'était quand même naturel. Et en fait, c'était le quartier où j'habitais. Donc, j'ai posé ma valise, on est parti déjeuner. Et là, il m'a tout raconté de sa vie, de son fils. Il avait un petit garçon. Et puis moi, j'adore les enfants. Je travaillais aussi avec les enfants. Donc voilà, il me raconte. Et puis, je sais plus comment il a sorti ça, mais un jour, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on aille un jour au ski tous les 3. Et je sais pas, il y avait un truc hyper naturel de... Attends, j'ai bien entendu. Enfin, voilà, il y avait vraiment le... Et mais lui, il est séparé ou pas? Alors non, pas séparé, complètement perdu, toujours. On a parlé de la vie, de comment on se voyait. C'était vraiment... Lui, il sait que t'es rentrée pour lui? Non, je pense pas. Il n'en est pas conscient, quoi. Il n'est pas conscient de ça. Et ensuite, quelques jours plus tard, je lui dis non, mais voilà, moi, je peux pas... On arrête, quoi. On arrête. On se dit, bon, d'accord, on arrête. Allez, retourne dans ta vie. Je suis sûre que tu vas pouvoir discuter avec ta femme, ça va aller. J'avais vraiment... je faisais tout pour le repousser, qu'il soit heureux, en fait. On ne s'est pas réécrit pendant quelques jours. Ok. Jusqu'à ce que je lui envoie un petit message en lui disant j'aurais bien aimé être son assistant de bagage ou quelque chose comme ça. Et puis un jour, il m'a envoyé un message en me disant cap ou pas cap. Paris-Rio? Alors non, c'était pour aller à Détroit. Et voilà, c'était cap. Donc je suis partie toute tremblante un matin avec ce garçon que j'avais vu juste une nuit. Direction Détroit. Vous n'aviez pas repassé de nuit ensemble? Non. Depuis la nuit à Rio du 27 juin. Oui, et puis même là, je nie encore. Je me dis, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vraiment je lui plais? J'étais presque en plein déni. Est-ce que tu as confiance en lui à ce moment-là? Ou est-ce que tu te dis, ça se trouve, c'est un gros mytho? Non, tu as l'air d'avoir... Non, j'avais complètement confiance. En revanche, je me disais, il faut que ça s'arrête. On va pas... voilà, c'est une parenthèse, vraiment une parenthèse et... C'est tout. Et quand il te propose Paris-Détroit? T'y vas. J'y vais. Et lui, à ce moment-là, il est toujours en couple? Oui, toujours. Okay. Ça a mis un petit peu de temps avant des discussions très sérieuses. Ok. Et puis là, c'était génial, tout naturel. Tu prends ce vol Paris-Détroit? Je prends ce vol Paris-Détroit. On passe un moment incroyable ensemble, pareil, hyper naturel. On a fini au poste de police. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais... Bref, à cause de son passeport qui n'avait pas les bons... à un moment, on a traversé un pont pour se retrouver au Canada, puis au retour, on a été coincés. On s'est retrouvés en interrogatoire. Et les gens étaient là, « Are you dating each other? No !» Voilà, si. L'avion on a failli rater l'avion, il a failli pas partir parce qu'on est passé aux interrogatoires des Américains. On en rigole beaucoup. Sympa. Bon, voilà, après, on s'est revus plusieurs fois, etc. Et là, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, stop. Maintenant, tu retournes dans ta vie, je retourne dans la mienne. On s'est quand même dit, bon, on se voit une dernière fois.
Allez, un dernier voyage. Ah, vous prenez un dernier vol? Voilà, on se fait un dernier voyage à Rio. On se quitte, on se dit voilà, adieu. Et puis même, il m'envoie un message en me disant, en copie avec sa femme. Donc apparemment, il lui a parlé. En copie avec sa femme? Ouais, il lui a parlé en disant voilà, c'était une grave erreur. Tout ce qui s'est passé, un mail très méchant où il me dit que des trucs que je comprends pas et je comprends presque qu'il le fait comme si c'était sa femme qui lui demandait d'écrire en fait. Et il y a sa femme en copie? Ouais, avec sa femme en copie, du style voilà, ne me recontacte plus. Vraiment un truc super méchant. Mais tu comprends ça, toi? Non, mais je me dis c'est quoi ce truc je comprends, mais je sens qu'il y a un anguille sous roche et qu'il veut se faire pardonner par rapport à sa femme. Et du coup, ok. Je passe 3 jours à pleurer, je maigris, je perds 10 kilos. Non, je rigole, mais j'étais vraiment pas bien, même si on avait décidé de se quitter. Et là, 3 jours après, je reçois un email d'amour fou, de dire mais c'est pas moi qui ai écrit ce mail. C'est pas moi. C'est pas moi, j'ai rien fait. Voilà, là je suis fou de toi, etc. Et en fait, je lui ai pas répondu. Je lui ai pas répondu pendant 3 mois. Oh, t'as pas répondu à ce mail où il t'a fait une grosse déclaration d'amour? Ouais. Putain, t'es trop forte. Enfin, bravo. En fait, j'étais tellement triste de son premier mail que je l'ai ghosté. Et en fait, j'ai senti que j'avais besoin de ça. C'est vraiment que... À un moment, il arrêtait pas de m'appeler. Je l'avais appelé ne pas répondre dans mon téléphone. À un moment, je vois sur WhatsApp qu'il avait changé sa photo de profil et puis il était devant un avion. Les avions ont des plaques d'immatriculation. Il y a 2 lettres sous les cockpits. Il y a une photo avec mes initiales, le C et le D. Ok. C'est lui devant les initiales. Donc là, je comprends qu'il y a un message pour moi. Et du coup, je change ma photo de profil WhatsApp. Je me souviens plus ce que j'ai mis, mais quelque chose en rapport avec lui. Et en fait, on a communiqué par photo WhatsApp. Génial. Pendant au moins 3 mois, je pense. Ah, j'adore. Sans se parler. Mais j'étais trop contente de... Très bonne idée. Je l'avais bloqué, mais j'arrêtais pas de débloquer le temps de mettre... C'est comme quand tu désinstalles Instagram l'été. C'est ça. Et ensuite, donc je comprends qu'il a parlé avec sa femme, que ça va... Voilà. Malgré les tentatives que... finalement, il aurait dû faire ça depuis très longtemps, qu'il était fou amoureux de moi. Et je crois qu'un jour, il m'a envoyé un message. Donc vraiment, je le ghostais encore. Et il m'a appelé pour me dire que sa femme voulait me parler. Donc je l'ai appelé. On a beaucoup échangé avec elle. Plus tard, Stéphane m'attendait en bas de mon travail en pleurant parce qu'il voulait discuter, etc. Donc là, de nouveau, je lui ai dit que c'était pas possible, qu'il fallait qu'il retourne dans sa vie. Donc voilà, j'ai vraiment tout fait au début pour pas que ça se fasse. Et un jour, il m'envoie son planning des mois d'après. Je ne sais pas pourquoi, mais on sait forcément qu'il y avait un peu un message caché. Donc on se voyait plus, on n'était pas du tout ensemble, etc. Mais lui, il était... Attends, je vais reposer la question une 6e fois. Il était encore avec sa femme? Alors, je crois qu'ils étaient encore ensemble, mais ça se passait plus bien. En tout cas, elle était vraiment au courant de tout. Il me semble même qu'il avait commencé à partir, à déménager, c'était devenu un peu compliqué. Et comme je le disais, pour moi, c'est super important d'insister sur le fait qu'il me disait que il voulait le faire même avant de me rencontrer, que d'ailleurs, je n'étais pas la première personne qu'il rencontrait, que je pense que lui, il n'était pas bien de son côté depuis des années, et que c'était vraiment l'élément déclencheur qui l'a réveillé. Et en fait, un jour, j'ai pris un billet d'avion pour aller sur un de ses vols, et là, je me suis dit, c'est le moment, je vais aller lui dire que je l'aime aussi, et... Parce que là, j'ai compris, il m'avait envoyé un mail pour dire qu'il voulait mettre ses cintres à côté des miens. Donc, c'est bon, j'ai compris. On est... Ok, bon, d'accord, je suis d'accord. On est fait l'un pour l'autre. Bon, je suis d'accord. Et j'ai pris un billet d'avion pour aller à Montréal. Tu lui as pas dit? Je lui ai pas dit. Mais forcément, je me suis demandé est-ce qu'il regarderait les listes des passagers. Et voilà, donc j'étais dans l'avion à côté d'un Américain qui me disait... Qu'est-ce que vous venez faire à Montréal? Et puis moi, je lui disais, je suis partie dire à l'homme de ma vie que je l'aime. Ah bon? Ah, mais il est où? Il est à Montréal? Non, il est dans l'avion. Il est en train de piloter, mec. Je lui raconte ça. Et pendant tout le vol, donc je vois pas Stéphane, je me dis, bon, je vais lui écrire un mot, je vais le faire passer
Ah ouais. Je vais le faire passer à une hôtesse, quoi. Donc, j'ai écrit un mot que j'ai glissé dans un sac vomito parce que j'avais pas d'enveloppe. Donc, depuis, on s'écrit toujours des petits mots sur les petits sacs à vomi, là, qu'on adore. Je lui ai écrit, donc un peu comme... alors, je crois que j'ai juste écrit siège 22B, siège 0B, enfin, un peu comme on faisait avec les SMS. Okay. Puis, quelques heures après, il est arrivé. Tu sais, les pilotes, ils peuvent laisser les commandes aux copilotes. Enfin, parfois, ils font des pauses, forcément, pour aller... Et il vient te voir ? Il vient me voir. Donc, moi, j'étais tremblante et on avait les larmes aux yeux. On a pleuré tous les deux pour aller à Montréal. Donc là, on s'est en moins de 3 minutes, on s'est dit, fallait que je te revoie. Et voilà, notre histoire a vraiment... disons que ça a été le je t'aime, quoi. Enfin, pas le je t'aime, mais pour moi, c'était une énorme déclaration d'amour de prendre cet avion. Et en fait, il m'avait dit, je t'avais envoyé mon agenda et tous les vols, je regardais si t'étais pas là. Et là, celui-là, il avait regardé ? Voilà, il regardait tous, il espérait désespérément. Et ensuite, il est rentré, il a mis ses cintres avec les miens. Enfin. Et il a quitté sa femme. Et ouais, c'est ça. J'ai posé la question au moins 7 fois. Ouais. C'est pas du tout contre lui. C'est juste que je me suis dit, à un moment, ça va arriver. Punaise, mais quelle histoire incroyable. Incroyable. Toi, comment J'imagine que ça fait partie de votre histoire, de votre légende, que vous aimez en parler aussi. J'ai l'impression que quand on parle, il y a beaucoup de souvenirs, je pense, qui contribuent, qui sont le socle de votre couple aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette question du destin et du hasard ? Tu m'as dit au tout début que lui n'aurait pas dû être sur ce vol et que toi, tu as failli louper ton avion. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Avant cette histoire, je croyais pas forcément au destin. Enfin, je me suis toujours fait confiance en me disant la vie va m'amener à des choses incroyables, etc. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on se dit. On était faits l'un pour l'autre, pour se rencontrer. Puis plus tard, on a tiré des ficelles en disant mais on a dû faire les mêmes vacances. Ouais. Comme nos parents travaillaient chez Air France, on a fait les mêmes colos. Enfin, on s'est vraiment dit, mais on a dû se rencontrer. Et en fait, si on ne s'était pas croisés là, on se serait croisés ailleurs. Ouais. D'accord. On savait qu'on était... un peu destinés. Est-ce que vous utilisez le mot âme sœur ou pas du tout ? On ne l'a jamais utilisé. Non, pas vraiment. Parce qu'on est vraiment très, très différents aussi. Donc, tu penses qu'il y a une forme de destin, quelle qu'en soit la forme ? Ouais. Oui, là, je peux pas dire autre chose parce que avec tout ce qui s'est passé, oui, je pense qu'il y avait vraiment une forme de destin, oui. Clara, attention, est-ce que tu as envie d'adresser un mot à Stéphane ? C'est vrai que tous les jours, on se dit « je t'aime ». On est tellement heureux, là, après 10 ans. Donc, oui, je peux te redire... Je vais me mettre à pleurer. Ouais. Je le sens aussi, et du coup, je vais me mettre à chialer aussi. Oui, je peux lui dire, il comprendra très bien. Mal barré. Et c'est vrai que on se dit tous les jours « je t'aime ». C'est vraiment, on se rend compte de cette chance qu'on a. Pour la petite anecdote, ça fait donc 10 ans qu'on s'aime. On sort beaucoup, on adore... on est parents, mais on adore passer du temps que tous les deux, aller dans des soirées, danser, etc. Et tout le monde nous dit à chaque fois... Oh, ça fait plaisir de voir des jeunes couples. Ça doit faire pas longtemps que vous êtes ensemble. Et à chaque fois, on est hyper fiers. Oui, ça fait 6 ans. Oui, ça fait 8 ans. Oui, ça fait 10 ans. Il y a vraiment le côté... Ouais. Je connais ça. Ah oui. Je comprends ce que tu veux dire. Jeune couple, c'est fou. Ouais. C'est fou que ça puisse arriver. Merci, Clara. Merci. C'était chouette de se replonger dans cette histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay.